Pierre-Antoine Gouraud, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes généticien, praticien hospitalier. On peut dire aussi que vous avez une licence de philosophie. C'est vrai. C'est intéressant puisque vous êtes personnellement concerné par cette rencontre entre les sciences humaines et sociales et la recherche biomédicale. Vous avez travaillé plus particulièrement dans ce qu'on appelle la génétique statistique et vous avez développé des outils bioinformatiques dans ce champ de recherche. C'est un champ de recherche qui a été marqué par l'apparition de ce qu'on appelle les données massives, du big data. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce big data a transformé ce champ de recherche? Alors, je travaille effectivement dans ce qu'on appelle la génétique complexe ou la génétique multifactorielle. C'est d'abord une génétique qui est marquée par la diversité des composantes génétiques. Donc, il ne s'agit pas d'un gène, d'une mutation qui engendre de manière sûre et certaine la maladie, mais au contraire de plusieurs gènes dont aucun n'est ni nécessaire ni suffisant pour causer la maladie. Et pourtant, on sait que chacun a un effet sur la maladie ou le trait qui va nous intéresser. C'est un domaine particulièrement intéressant parce qu'à partir de la fin des années 90, en fait, on est passé à une génétique où on étudiait quelques centaines d'individus, un ou deux marqueurs dans une même région du génome, à des travaux beaucoup plus grands en termes de nombre d'individus, de nombre de marqueurs et de nombre d'équipes impliquées. Ainsi, dans le dernier article que nous avons publié dans la revue Science, concernant la génétique de la sclérose en plaques, c'est plus de 60 000 patients qui sont analysés, des centaines de milliers de marqueurs et des groupes dans l'ensemble du monde qui collaborent pour véritablement établir une nouvelle carte du génome de la susceptibilité dans la sclérose en plaques avec plus de 200 régions du génome identifiées comme ayant une petite contribution dont aucune n'est ni nécessaire ni suffisante pour cette maladie. Ces dernières décennies, il y a deux mouvements qui peuvent sembler contradictoires, mais en apparence seulement, à savoir ce que vous venez de présenter, la massification des données, donc l'accès à des données de plus en plus grandes en quantité, mais aussi en diversité, et à des populations sur lesquelles vous pouvez travailler, comparer, dégager des schémas, des patterns. Et à l'inverse, l'autre mouvement, c'est celui de la médecine dite de précision, médecine personnalisée, qui de plus en plus va chercher dans le génome d'un individu ses spécificités, ses propres caractéristiques, et qui fait de l'individu lui-même sa propre référence. Comment peut-on relier ces deux mouvements? Effectivement, il y a ces deux mouvements. Il y a un mouvement de massification, de plus en plus d'individus, de plus en plus de marqueurs, et de plus en plus de connaissances. Nous connaissons effectivement énormément de choses à toutes les échelles du vivant. Et ça, c'est une partie de la recherche. Dans la recherche médicale, il y a aussi une impérieuse nécessité d'aider à décider. Et donc, même dans une recherche où on massifie, on regarde à l'échelle des populations, il n'y a pas toujours de traduction utile à l'échelle de l'individu. Et pourtant, même avec cette génétique, même pour mieux comprendre la maladie, on peut redescendre dans l'individu. En revanche, en particulier dans des maladies complexes comme la sclérose en plaques, il n'y a pas de décision qui arrive de la génétique. Certains vont définir la médecine de précision dans une médecine personnalisée où l'individu est assimilé à sa tumeur, la tumeur à sa mutation, et la mutation assimilée à la décision de traitement qu'elle va pouvoir prendre. Bien là, on a basculé dans vraiment cette nécessité de prendre une décision qui traverse le domaine médical depuis l'Antiquité. Dans le cas de Data Santé, vous avez apporté un exemple de recherche. Votre recherche, c'est un logiciel qui s'appelle MS Bioscreen que vous utilisez aujourd'hui dans la lutte contre la sclérose en plaques. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet outil? C'est un projet que j'ai mené à l'Université de Californie à San Francisco dans le domaine de la sclérose en plaques qui continue aux États-Unis et en France. Et alors c'était finalement une forme de médecine personnalisée qui diffère un peu de celle où l'individu est réduit à une nouvelle type de données, même quand c'est des données en ultra haute définition, qu'on parle de séquençage de l'ADN ou d'imagerie. C'est aussi une médecine personnalisée qui ne se résume pas à une nouvelle technique opératoire ou un nouveau médicament, aussi puissant soit-il soit-elle. C'est en fait une application qui utilise finalement les deux grands leviers de la révolution du big data, qui sont la puissance de calcul, dont le coût s'est effondré, et l'accès en temps réel à des données. Et je crois que ces deux leviers, on ne réalise pas à quel point ça change complètement la donne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça change la pratique médicale? Dans ce projet, on part des données d'un patient, le patient d'intérêt, celui pour lequel on est amené à prendre une décision ou à faire une évaluation. À partir des caractéristiques de ce patient,
On va interroger une base de données avec des informations de référence sur des patients eux aussi atteints de sclérose en plaques. On va les sélectionner en fonction des caractéristiques de cet individu. Et puis, une fois que cette sélection de patients similaires ou pertinents pour prendre une décision a été faite, eh bien, on va représenter visuellement comment un patient se place par rapport aux autres. Et son unicité, sa personnalisation finalement, naît de la comparaison avec le groupe. Donc voilà de quoi interroger des philosophes sur la question de l'individuation, question vieille comme la philosophie, qui prend une forme nouvelle avec ces outils technologiques. J'accède à des données, je commande un calcul en temps réel, donc j'ai bien accès à de la puissance de calcul et des données, pour pouvoir mieux évaluer comment se positionne un patient par rapport aux autres, ou bien quelle peut être son évolution sous différents scénarios thérapeutiques. C'est un développement numérique, on va dire, d'un outil que beaucoup connaissent, à savoir les courbes de croissance dans les anciens carnets de santé, qui sont un peu l'équivalent papier de ces outils que vous développez. Exactement. Et aujourd'hui, on le fait avec une tablette, en réinventant les courbes de référence à la volée en fonction des paramètres que le patient et le soignant vont décider. Et on voit très vite apparaître dans la relation soigné-soignant, dans ce colloque singulier, un troisième pôle représenté par ces données, maîtrisé par le soignant, interrogé par le patient, et qui représente un pôle objectif, quantifié, en tout cas qui est celui des données qui fait véritablement irruption dans la relation médicale. Dans le cadre de Data Santé, vous avez apporté cet exemple, mais on vous a aussi apporté peut-être un regard, celui des sciences humaines et sociales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dialogue que vous avez entrepris avec les sciences humaines dans le cadre du programme Data Santé? Alors pour moi, c'est extrêmement riche. Ça l'était déjà lorsque j'avais eu la chance de pouvoir ménager un petit peu de temps pour faire une licence de philosophie. Mais à travers les interactions avec les collègues philosophes, je prends beaucoup mieux conscience des enjeux qu'il y a dans notre rapport à la technique. Et des philosophes comme Heidegger, comme Simondon, comme Stigler nous aident à mieux comprendre ce qui se joue dans le rapport que nous avons à la technique. Et ça va bien au-delà de l'usage que nous en faisons. Leur acceptabilité sociale, les enjeux pour la communauté autour des outils sont extrêmement importants également. Et donc ça, ce sera peut-être plutôt la sensibilité sociale. J'ai beaucoup mieux réfléchi aux enjeux juridiques autour des données. Le statut juridique des données, eh bien, on pourrait imaginer que le droit qui s'applique aux données est celui des biens matériaux. Très souvent, on parle de patrimoine des données, ou on parle de mine d'or dans les données. C'est en fait de mauvaises analogies parce qu'elles nous conduisent à une vision patrimoniale du droit applicable aux données. C'est une erreur, et c'est une erreur que j'ai vue d'autant mieux que j'ai eu la chance d'interagir avec des juristes. Et puis, je crois que l'histoire des sciences est particulièrement intéressante pour nous aider à prendre conscience de comment c'était avant et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.